Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous continuons sur les semi-conducteurs et sur la diode et le dopage. Alors que se passe-t-il maintenant si nous plaçons côte à côte deux régions avec des caractéristiques différentes? Par exemple, une zone dopée N et une zone dopée P. N. Bien entendu, on ne s'amuse pas à consulter de telles zones que faire correspondre exactement les réseaux cristallins serait plutôt difficile. Donc on part en fait de ce matériau et on dope séparément les deux zones. Une telle structure s'appelle une jonction PN. Et l'ensemble forme une diode à semi-conducteur. Observons d'abord ce qui se passe à l'interface, c'est-à-dire à tout près de la zone qui fait la jonction entre la partie P et la partie N, la zone où elles se touchent. Dans la partie de type N, il y a une grande quantité d'électrons libres, et quelques trous. Dans la partie P, il y a une grande quantité de trous et quelques électrons libres. Ces électrons et ces trous diffusent dans le matériau un peu au hasard en fonction de l'agitation thermique. Donc à l'endroit de l'interface, les électrons de la zone N vont diffuser dans la zone P à travers la limite. Mais à cet endroit, dans la zone P, il y a beaucoup de trous. Et les électrons vont s'empresser d'aller combler ces trous et les annihiler. Ce faisant, puisqu'ils quittent la zone M, celle-ci acquiert une petite charge positive par déficit d'électrons, tandis que du côté P, ces électrons en plus apportent une petite charge d'électricité négative. De même, les trous du côté P vont diffuser du côté N, rencontrer une grande quantité d'électrons disponibles et être annihilés. Cela augmente encore la charge négative du côté P et la charge positive du côté N. Toutefois, il n'y a pas de courant électrique qui s'établit dans ce processus, car il ne peut pas continuer indéfiniment. En effet, les charges électriques qui sont stockées en excès d'un côté ou de l'autre vont créer un champ électrique. Et ce champ électrique va avoir tendance à repousser les électrons du côté M. Les électrons de la partie P acquièrent une charge négative, les électrons ayant une charge négative, ils se repoussent, et donc les électrons n'arrivent plus à pénétrer dans la zone P. De même, les trous du côté P sont repoussés du côté P, ils sont positifs, et la charge positive côté M va donc les repousser, les empêcher de pénétrer. Le processus s'arrête quand le champ est assez fort pour contrebalancer la diffusion des porteurs majoritaires. Rappelons que le champ électrique va du plus vers le moins, que les électrons de charge négative sont attirés en sens inverse. Donc, ce qu'on a, c'est un matériau, une zone P, une zone N. On a une diffusion des électrons dans la zone P, une diffusion des trous dans la zone N, et donc on a une accumulation, ces charges ne vont pas revenir en arrière facilement parce qu'il y a recombinaison, il y a annihilation des électrons avec les trous et des trous avec les électrons, et donc on va avoir une accumulation de charges négatives d'un côté et de charges positives de l'autre. Et donc, apparition d'un champ électrique à l'interface. Les charges positives et négatives s'attirent et de plus, le processus de diffusion n'a lieu qu'aux alentours de l'interface. C'est donc, puisque ces charges s'attirent, c'est donc dans une fine bande
autour de la zone d'interface que sont localisées ces charges électriques. On peut représenter le potentiel électrique dans le matériau. La variation de ce potentiel donne directement une image du champ électrique dans le matériau. Et on peut également noter le nombre de porteurs. Ainsi, dans le matériau, Pn, on va avoir, avec la position, un potentiel négatif, puis qui passe par 0 et redonne un potentiel positif dû aux charges. Et les porteurs, on a un grand nombre de porteurs positifs qui chutent à l'interface et inversement, on a des porteurs négatifs de l'autre côté. D'autant que les hauteurs pourraient être différentes, hein, ça dépend du dopage. La diode présente donc à ses extrémités une différence de potentiel, tout comme pour une pile ou une batterie. Alors, on peut se demander, peut-on exploiter ce fait pour en faire une pile? On pourrait brancher 2 fils électriques à ses extrémités, ici, et les relier par exemple à une ampoule. On aurait alors une pile qui fonctionne éternellement. Ce serait absolument génial. Mais on se doute bien que ça viole les lois de la thermodynamique et en effet, cela est trop beau pour être vrai. Ça ne marche pas. Parce qu'en effet, les fils introduisent eux aussi des jonctions. Pour des fils électriques habituels en métal, cette fois ce sont des jonctions métal semi-conducteurs. Mais un métal avec un grand nombre d'électrons libres dans la bande de conduction se comporte exactement comme un matériau de type M. Et les mêmes raisonnements qu'on vient de voir s'appliquent à ces jonctions. Et les potentiels des différentes jonctions se neutralisent. On le vérifie facilement, et pour le voir, le plus simple est de considérer le cas où le fil est considéré lui-même du semi-conducteur. Donc on a notre conducteur, semi-conducteur Pn, et on le prolonge par un fil fait de ce même semi-conducteur. Et évidemment, Pn, on va avoir aussi une jonction Pn ici. Les deux jonctions étant en sens opposé quand on fait le tour du circuit, leur différence de potentiel s'annule et aucun courant ne circule. Ceci est simplement dû à la symétrie de l'ensemble. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons des exceptions. Des exceptions où, effectivement, ça marche, où un courant peut s'établir ainsi. Et, bien sûr, sans violation des lois de la thermodynamique. Et nous verrons ces exemples et ces cas, et nous parlerons également du fonctionnement de la diode elle-même. Je vous remercie.